Bon, Greg, c'est ta première, t'es prêt, hein? Et j'ai l'impression, parce que quand je suis tout seul devant mon ordinateur à faire mes one-shots le matin, là, entre deux réunions, c'est plus facile. Là, je suis avec la star, donc. Ouais, mais je t'en ai mis que deux en face de toi, moi et Arnaud, pour justement que tu t'entraînes un petit peu. Prochaine étape, on sera 4. Ok. Ok? J'ai rien compris. L'autre jour, je suis tombé sur cette stat, plus d'un Français sur 4 envisage de créer son entreprise en 2025. C'est presque 15 millions de personnes et la rentrée, c'est souvent le meilleur moment pour se lancer. Créer sa boîte, c'est excitant, mais entre les papiers, les statuts, le compte pro, les notes de frais, ça peut vite tourner au casse-tête et c'est pour ça qu'on a choisi Conto comme partenaire de Silicon Carnet cette saison. Statut, dépôt de capital, publication de l'annonce légale, immatriculation de votre société, Conto est là pour vous accompagner à chaque étape. Et une fois votre entreprise créée, vous profitez du compte pro le plus recommandé en France et d'un outil de facturation intégré. Bref, tout ce qu'il faut pour lancer et développer votre business, l'esprit serein. Vous avez même droit à 30 minutes gratuites avec un expert pour répondre à toutes vos questions. Alors à la rentrée, ne perdez pas votre temps dans l'administratif. Choisissez Conto, ça s'écrit Q-O-N-T-O pour vous lancer. Allez, retour à votre épisode. Hola, hola amigos, bienvenue dans Silicon Carnet, votre talk show tech, le plus puissant, le plus grand talk show tech de l'univers, en direct de San Francisco. Et cette semaine dans Silicon Carnet, on va parler bien évidemment de la levée de fonds de Mistral. Ça y est, ils ont levé et on est tous soulagés. C'est ASML qui lead le round, le géant néerlandais spécialisé dans la conception et la fabrication de machines de photolithographie. À moins que cela présage de la fin de Mistral dans la course mondiale à l'IA. Côté grand public, on va en parler avec mes invités. On va revenir aussi sur le package astronomique de 1 trillion de dollars. C'est 1000 milliards de dollars que Tesla s'apprête à accorder à Elon Musk. Je vous avais dit qu'on en parlerait mercredi, on a oublié d'en parler. Donc on en reparle aujourd'hui, vendredi. Et puis on parle de cette nouvelle tendance dans la Silicon Valley qui consiste à sélectionner les bébés avant leur naissance. Bienvenue à Gattaca, les amigos. Go yourself. Cette semaine à mes côtés, Arnaud Auger. Il est directeur chez KT Innovation à San Francisco. Une équipe 100% San Francisco cette semaine, puisqu'on devait avoir Mehdi Medjaoui avec nous, un des chroniqueurs de Silicon Carnet, mais visiblement une attaque à la fibre optique a eu lieu à Marseille et il n'a pas pu se joindre à ce call. On le regrette. Et on a Greg Gambato, un petit nouveau, c'est le CEO d'Only Dusk aujourd'hui qui devient Contrôle G. Explique-nous ça, c'est quoi cette histoire? Non, Contrôle G, en fait, pour aller très rapidement, on aide les grands modèles de langage, en fait, à juste s'améliorer sur la partie notamment coding. Donc c'est ce qu'on appelle des Reinforcement Learning Environment, pour ceux qui s'y connaissent. Voilà. Donc t'es dans le play de l'intelligence artificielle. Exactement, à 200%. Voilà, j'ai décidé de partir de la France pour venir lancer cette boîte ici, à San Francisco. Exactement, parce que ce type de business en dehors de San Francisco, je pense même que si tu vas à San José, ça ne marche plus. Donc voilà, faut voir. Ah oui, c'est très très précis. Ouais, est-ce qu'il y a un quartier particulier dans San Francisco pour lancer ce genre de business? Ah bah 16 Mission, parce que c'est vraiment le quartier où il faut être. Ok, d'accord. Pour ceux qui n'ont pas la rêve, désolé. 16 and Mission. Non, mais Greg, je voulais vraiment que tu fasses partie de l'équipe cette année parce que je suis tes petites vidéos là que tu fais sur YouTube, c'est vraiment génial. Je me dis que tu es en train d'apprendre en quelques mois, ce que moi, il m'a fallu des années à apprendre ici à San Francisco. Et en plus, tu le partages avec les gens. Tu sais, une sorte de rapport d'étonnement, ce que tu fais, en fait, sur YouTube, tes face caméra. C'est pas facile comme exercice, d'ailleurs. J'ai essayé un petit peu cet été. Et puis, tu expliques, en fait, ce que tu vis, hein. C'est ça, c'est ton expérience ici à San Francisco et les différences culturelles entre, la Silicon Valley et la France que tu connais bien, d'où tu viens. Ouais, j'en profite parce que c'est vrai que après quand ça fait des années que tu l'as, c'est des différences que tu vois même plus. Donc en fait, à chaque fois que quelque chose m'étonne, j'en parle. Donc ouais, ça marche plutôt bien et j'y passe assez peu de temps. C'est très brut, c'est du one shot, mais les gens aiment bien. Bon voilà, c'est une nouvelle saison qui commence avec un nouveau rythme pour Silicon Carnet puisque vous nous retrouvez 2 fois par semaine. Je m'en mêle un petit peu les pinceaux sur les jours parce que je vous avoue qu'on n'avait pas encore choisi. Donc ça y est, je crois que c'est clair.
Il y aura un épisode le mercredi et un épisode le samedi qui sortira à 8h30 du matin, heure de Paris. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Ça se passe ici pour être informé de la sortie des nouveaux épisodes, en plus des mensuels habituels que vous connaissez comme Off the Record. Et un nouveau format qui va arriver, le festin. Ça arrive le 25 septembre. Et puis vous nous écoutez en podcast sur votre vélo, en allant au boulot. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Caroline qui va tous les jours au siège de YouTube sur son petit vélo et qui écoute, elle me dit-elle, Silicon Carnet. Et je l'embrasse, Caroline. Et rejoignez l'Hacienda, c'est la communauté des fans de Silicon Carnet. Ça se passe sur WhatsApp et sur Discord. Allez, on commence. Énorme annonce. ASML investit 1,3 milliard d'euros. Je crois que c'est des euros, hein. Ça fait à peu près 1,7 milliard de dollars, si mes calculs sont bons, dans Mistral. Voilà, c'est la nouvelle qui est tombée. Donc bien évidemment, il faut qu'on en parle dans Silicon Carnet, puisqu'on nous reproche dans Silicon Carnet d'être assez négatif sur Mistral. Alors, bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle cette histoire? Qui veut commencer? Très bonne nouvelle, voilà. C'est quand même une très grosse levée. Je pense que cette levée-là toute seule, c'est peut-être une des plus grosses de l'histoire de la French Tech. Et donc, a fortiori que le contexte de la French Tech, il est pas forcément dans la même tendance. Donc, bravo à eux. 2, bravo d'avoir réussi à lever avec des investisseurs européens, parce qu'on sait que les tours d'avant, il y a beaucoup d'Américains, beaucoup de la Silicon Valley. Ça, parfois, c'est mal connu en France. Et en plus de ça, en effet, ça oriente un partenariat stratégique, parce que Arthur l'a bien expliqué, c'est un investissement stratégique d'ASML, parce qu'ils ont une collaboration industrielle avec eux, et en effet, ça justifie bien que plus de le chat, la partie consumer, c'est à peine 10% de leur chiffre d'affaires, donc c'est un peu à faire valoir une porte d'entrée en grand public, mais leur business, en fait, c'est d'aider les industriels sur l'intelligence artificielle. Donc voilà, ça clarifie en effet la trajectoire de Mistral. Le positionnement B2B de Mistral et pas forcément un positionnement B2C grand public. On l'écoute, Arthur Minch, puisque comme tu le dis, il était, d'ailleurs je vais vous interroger, c'est intéressant comme choix médiatique, il était sur Le Quotidien pour parler de cette levée de fonds. Je ne sais pas si les auditeurs de Le Quotidien ont compris grand-chose, même si c'était plutôt bien fait ce segment. Ouais. Mais on l'écoute 2 secondes et effectivement où il explique que la partie, le chat, c'est une toute petite partie du business de Mistral. Le chat, c'est combien de votre chiffre d'affaires en fait par rapport à... C'est assez petit, c'est-à-dire c'est à peu près 10%. Donc nous, c'est vrai que c'est notre vitrine, c'est important pour nous, ça grossit vite. Mais l'essentiel de notre activité, et c'est vrai que c'est là où on investit le plus de ressources, c'est dans le travail avec les entreprises. Et c'est ça aussi qui nous guide dans les choix qu'on fait sur le fait de rendre nos modèles meilleurs en physique, meilleurs en mathématiques, etc. C'est combien d'utilisateurs payants, par exemple? Aujourd'hui, c'est à peu près 1 million d'utilisateurs payants, un peu moins en payant, mais c'est un premier 1 million d'utilisateurs journaliers. C'est une super nouvelle, la levée de Mistral. Pourquoi? Parce que déjà, c'est la première des cacornes françaises. Donc ça, je pense qu'on doit le célébrer. Je veux dire, faut le célébrer, c'est un achievement. Et comme vous l'avez dit, les recrutements sont en baisse. Je sais pas si vous avez vu la dernière étude, mais les recrutements, la croissance, on était à 25% en moyenne pour la croissance des boîtes françaises, des startups françaises, je crois, l'année dernière. Cette année, on devrait arriver aux alentours de 16, etc. Donc, tous les indices sont en berne. Donc, c'est un peu le tracteur, quoi, qui tire tout. Mistral. Donc ça, je pense que c'est une excellente nouvelle. De bonnes nouvelles en Europe aussi, hein, puisque cette semaine, il y a Revolut qui a dépassé la barre des 75 milliards de valorisation. Donc, il y a des belles nouvelles en Europe sur quelques startups intéressantes. Ouais. Ouais. Et je pense que les gens pensent que Mistral, c'est génial parce que c'est un concurrent de OpenAI ou de Anthropic, etc. Pour moi, c'est pas du tout ça. Et moi, ce qui m'a un tout petit peu gêné là dans le quotidien, dans le passage large, en plus de celui que tu viens de mettre, c'est que en fait, on sent que c'est pour plaire, c'est très politique. Si on nous dit, on met en place des modèles open source, on est les leaders, on met en place des modèles gratuits. Open source, ça veut pas forcément dire gratuit. Bon, après, il est dans le quotidien, mais il dit on est dans les meilleurs. Il y a les modèles, on sait tous que les modèles chinois en open source, ils éclatent tout le monde. Donc en fait, il y a pas mal de choses juste en mode, oui, si j'étais français, je sais que mes potes qui sont français, qui bossent dans des boîtes, mais pas vraiment dans la tech, ils vont lire ça, ils vont écouter ça, ils vont dire, tiens, c'est génial pour la France, etc. Et pour moi, c'était un exercice de communication politique. Et il faut féliciter Arthur parce qu'il y a encore 2 ans et demi, quand il faisait une interview avec les Échos, il regardait la table. Et là, il est vraiment extrêmement à l'aise. Très bon. Hyper à l'aise, vraiment charismatique. Je pense que c'est un des entrepreneurs les plus charismatiques de la French Tech française. Donc moi, ça me fait très très plaisir. Mais pour moi, c'est une réussite qui avant tout
B2B, c'est-à-dire en fait on est en train de créer un géant, un petit peu à ce que fait Palantir avec des forward, des ingénieurs qui sont déployés chez les clients, avec des taux de marge qui sont énormissimes. Pour information, alors moi j'ai le prix de ces ingénieurs, je peux pas le donner comme ça parce que c'est pas des informations qui sont publiques, mais le taux de marge de ces ingénieurs, c'est le même taux de marge que les boîtes SaaS. Donc en fait, vous déployez des humains que vous facturez, mais en fait, si vous vendiez du SaaS, vous auriez le même taux de marge. Donc les units économiques. Attends. Alors, parce que là, tu dis, je veux pas donner les chiffres, mais moi, je vais les faire les calculs, quoi. C'est-à-dire que un ingénieur chez Mistral, Arnaud, c'est payé combien, à ton avis? Je sais pas. En moyenne. Ils sont en France. Paris, 250, je sais pas. Non, je pense pas. Non, je pense pas non plus. Non, merde. Je pense pas. Je pense que la moyenne doit être allez, si on est à 150, c'est max, je dirais. Donc un taux de marge SaaS, tu veux dire qu'ils vendent à $1 million les ingénieurs dans les boîtes c'est ça, hein, moi si je fais le calcul, tu dis je peux pas donner les chiffres, moi je fais le calcul, je suis désolé, je sais en tout cas, c'est les taux de marge des meilleures boîtes de consulting quand ils vendent des seniors, quoi. OK, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est-à-dire qu'en gros, c'est en train de devenir une boîte de service c'est une boîte de service avec des taux de marge de SaaS et c'est ce que fait Palantir. Ouais, c'est ce que fait OpenAI en ce moment, hein, puisqu'ils sont en train de vendre des POC, OpenAI avec un minimum de $10 millions de tickets d'entrée. Donc effectivement, ouais. Et c'est un peu le modèle qui est redevenu sexy. C'est drôle parce que dans la vallée, tout le monde disait taux de marge. Et là, en fait, maintenant, la GMV, enfin sur des plateformes, on commence à dire que l'ARR et le volume d'affaires, c'est la même chose. Pour des boîtes du type Mercor, etc., par exemple des prestataires de services, où en gros ils disent ouais, nous on fait 100 millions d'ARR, mais en fait 100 millions d'ARR, mais ils ont des prestataires en face. Et en gros, j'ai l'impression qu'on est un peu en train de changer de narrative dans la vallée, où avant c'était de l'ARR et tout le monde regardait le taux de marge. Moi j'ai 92% de taux de marge, moi j'ai 90% de taux de marge et je vends du logiciel. Et maintenant c'est peu importe en fait. Ce que fait la question, c'est est-ce que t'as un gros taux de marge, et si c'est un gros taux de marge, ça compte, quoi. Et du coup, on est vraiment en train de changer ce narratif. C'est intéressant, ça. Ouais. Dans ce cadre-là, et c'est pour ça que Palantir, tout le monde dit Palantir, et du coup, moi, c'est l'analyse que j'ai de Mistral, et je pense qu'ils ont moyen de créer une boîte à 40, 50, 60 milliards, qui va juste bosser avec toutes les énormes entreprises. Et bien sûr, en plus, sur une thèse politique souverainiste européenne, maintenant, avec ASML. Et je suis content que c'est loin d'être déconnant, hein, parce qu'on a besoin de ça, sinon on va devoir acheter des solutions américaines. Greg est sympa et dit Palantir. Après, on pourrait dire que Mistral, c'est le nouveau Capgemini. Mais c'est très bien. Et en effet, du coup, c'est l'agence de transformation à l'IA du CAC 40 et des corporates européens. Et c'est très bien. Enfin, et on a besoin de ça. Et du coup, en effet, on a Emmanuel Macron en VRP qui dit au patron du CAC 40 d'acheter du Mistral, quoi. Mais du coup, Greg, je suis surpris parce que toi, t'es passé de diriger une agence à start-up. Donc, comment tu vois ce move-là? Ouais, en fait, tu t'étais planté. Il fallait rester sur Professional Services, Greg. De toute façon, mais l'histoire de ma vie, en fait, si vous voulez voir les tendances, vous regardez ce que je fais et vous faites l'inverse et généralement ça marche. Là, par exemple, faut rentrer à Paris. Venez pas à SF, rentrez à Paris. Mais il faut rentrer à Paris. Merde. Effectivement, il faut pas être à SF. Non, mais ce que dit Arnaud est intéressant. Effectivement, le positionnement de Mistral maintenant, il est clairement, je pense que c'est, quand je disais dans l'intro, c'est un peu une sorte, on va pas gagner la bataille consumer sur l'intelligence artificielle parce que l'écart est trop grand avec les US et on va parler des montants tout à l'heure et regarder cet écart-là. Mais il y a un vrai business B2B et ce qui est un petit peu c'est la première fois qu'on voit ça. Effectivement, c'est un président de la République qui monte tellement au créneau pour aller vendre du Mistral, quitte à forcer les boîtes du CAC 40 à acheter du Mistral. Il est pas le seul non plus. Je vous invite à écouter là maintenant Nicolas Dufourc, le président de BPI France, le CEO de BPI France, qui lui aussi fait le VRP pour Mistral et qui dit achetez Mistral, achetez du Mistral. On l'écoute. On entend beaucoup parler de Mistral en ce moment, mais pourquoi? Ouais, c'est vrai qu'on entend parler, mais il le mérite. Quand même, il faut se souvenir des gars. Franchement, il y a 2 ans, ils étaient salariés chez Facebook, chez Meta. Ils savaient qu'ils avaient découvert un truc énorme et ils se sont dit est-ce que j'y vais pas. Ils étaient 3. Et ils y sont allés. Ils sont rentrés en France, ils ont inventé une marque incroyable, Mistral. Ils ont créé l'entreprise, il y avait juste rien. Mais, comme ils sont super bons, niveau prix Nobel de mathématiques, ils ont levé sur une belle promesse, beaucoup d'argent. Et la promesse, vous savez quoi?
sont en train de la délivrer. Et donc, avec Mistral, en 2 ans, on est en train de faire monter à toute vitesse une espèce d'immense palmier, là, la star de l'intelligence artificielle européenne, la seule chance européenne de l'intelligence artificielle contre Google, contre Microsoft et contre Anthropic, Amazon. C'est la seule chance, la plus qu'une, il n'y en a qu'une. Il faut que Mistral réussisse. Tous ceux qui me regardent là, utilisez Mistral. Donnez-leur du business. Il faut qu'ils gagnent. Il faut qu'ils gagnent. Mais c'est normal. Le BPI France, c'est le fonds souverain de la France. Ils ont investi massivement dans Mistral. Et du coup, ils veulent le vendre aux Européens. Et d'ailleurs, Nicolas a un bon argument, c'est-à-dire c'est le seul en Europe. Donc comme ça, on peut le vendre aux Allemands, on le vend aux Néerlandais. Ouais, mais est-ce que c'est pas ça le problème? C'est de justement d'en avoir qu'un et de faire en sorte que on peut pas se permettre que Mistral se casse la gueule parce que la loi du marché, elle n'existe pas en Europe. On a un seul acteur. Pourtant, il y avait des acteurs en Allemagne et donc comme c'est le seul, il faut absolument que ça marche et qu'il faut qu'on se mette tous tant mieux. Enfin, au moins, voilà, que tu vends aux Européens de l'IA européenne. D'ailleurs, Arthur, dans le quotidien, il expliquait aussi que il y a un narratif des Américains que dire que les Européens sont à la traîne et donc acheter de l'IA américaine. Du coup, là, tu as un produit français que tu vends aux Européens. C'est un bon angle marketing. On est all-in dedans avec le fonds souverain. C'est normal qu'ils défendent la boîte de son portefeuille. Il y a deux choses qui m'inquiètent. Moi, la première chose, la BPI, ils ont raison de pousser parce que la BPI, je crois qu'ils ont investi quasiment 5 milliards dans les startups et il n'y a pas d'exit. Donc en fait, la BPI, c'est rentable, ça, tout le monde peut dire. Ils ont remis, là, ils ont pas. Oui, ils remettent. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au total, ils ont investi, je crois que 5 milliards dans l'écosystème tech français, quelque chose comme ça, en private equity, et il n'y a pas d'exit. En fait, eux, si à un moment, il faut qu'ils continuent en ligne, il faut que ça décolle. Il faut qu'il y ait des exits, il faut qu'il y ait des gens qui gagnent de l'argent, il faut qu'il y ait d'autres fonds qui investissent, etc. Et donc, en fait, ils jouent le jeu jusqu'à la fin parce que s'ils arrêtent et que la musique s'arrête trop tôt, il y a aucune chance que ça marche. Alors que s'ils continuent à pousser, peut-être que on va enfin avoir cet emballement. Même si je sais pas si Mistral, lui tout seul, pourra carry tout l'écosystème français, mais en tout cas, c'est Greg, cool. je te challenge là-dessus. Cet investissement d'ASML. Alors, on va expliquer qui est ASML. C'est une pépite européenne, hein. Ah oui, c'est des machines, 28 milliards de chiffre d'affaires. C'est un truc absolument incroyable. C'est en gros pour ceux qui sont pas tech, je leur explique, c'est l'imprimante qui permet de imprimer des chipsets, quoi. Imaginez, je fais une caricature, mais c'est une technologie qu'on appelle la lithographie. Et aujourd'hui, il y a aucune puce dans le monde qui voit le jour sans passer par une machine d'ASML. Cette machine, elle est utilisée par les plus grands noms des plus grands fabricants de chipsets, que ce soit Nvidia, Samsung, etc., etc. Donc c'est un fleuron de la technologie qu'on a la chance d'avoir en Europe, qui est néerlandaise, une boîte néerlandaise dirigée par un Français et qui est utilisée par les plus grands noms, Apple, Tesla, enfin bref, tout le monde. Quand tu dis on a besoin d'exit, mais tu le sais toi, Arnaud, puisque tu es VC. Là, on a un corporate, on a un strategic investor qui rentre dans le capital de Mistral. Est-ce que ça ne va pas handicaper une sortie éventuelle de Mistral? Cet été, on a beaucoup parlé d'une rumeur d'un rachat de Mistral par Apple. Là, forget about it, hein. C'est fini. C'est-à-dire que cette rumeur-là... Non, je pense pas forget about it. Et d'ailleurs, par rapport à la rumeur Apple, moi, j'ai eu l'opportunité d'accueillir une délégation des élus du Parlement européen et notamment de la Commission Finance. Donc, c'est eux qui votent tout ce qui est des lois finances en Europe. Et je leur ai adressé ce point avec si jamais, en effet, il y avait une offre d'achat d'Apple pour Mistral, il faudrait surtout pas l'interdire. Parce que, encore une fois, moi, je me rappelle beaucoup qu'on avait interdit l'acquisition de Dailymotion et ça avait fait beaucoup de mal. C'est que du coup, les Américains disent, on peut pas investir sur une classe d'actifs en France, on peut pas faire de sortie. Exactement le point de Grégoire. Et j'avais dit, en effet, on aurait plus à perdre à interdire cette acquisition qu'à l'autoriser. Je pense pas que et au contraire, je pense que ça permettrait de potentiellement plutôt booster la valorisation de Mistral pour une acquisition, de faire une plus grosse acquisition si elle doit arriver. Je pense pas que c'est incompatible avec une acquisition d'Apple ou quoi. Et par rapport à ASML, en gros, c'est dans la ruée vers l'or sur l'IA, c'est le meilleur designer de pelles, quoi. C'est eux qui vendent les plus belles pelles, qui font les meilleures pelletées d'or, et donc du coup je pense que c'est gagnant-gagnant. Et comme du coup Microsoft était aussi un partenaire stratégique de
de Mistral. Moi, je dis souvent en effet que c'est impossible pour une boîte française de ne pas être connectée à la Silicon Valley. Bah, bien sûr, c'est clair. Et donc du coup, soit avec Nvidia, qui est aussi investisseur dans Mistral, soit les fonds de la Silicon Valley, etc. Et c'était le cas jusqu'à présent. Là, pour une fois, en effet, il y a exceptionnellement un acteur européen qui a aussi une start-up européenne. Écoute, il me donne un peu tort sur ce cas-là, mais je suis content d'avoir tort pour le coup. Ok, d'accord. C'est vrai que tu partages l'opinion de moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'en effet, ça devienne politique. Et qu'on se retrouve déjà avec une boîte. Non, mais plus politique que ça, où en fait, on arrive à un moment où la boîte, elle a des choix à faire pour économiquement continuer à grandir, et on lui dit non, c'est pas une option. C'est-à-dire, tu peux pas lever avec ces mecs-là, tu peux pas te faire acheter par ces mecs-là, tu peux pas avoir ce type de client. Et où en fait, là, l'État a poussé, et on sait ce que fait l'État stratège, hein. Vous connaissez toutes les grandes victoires de l'État stratège sur les 30 dernières années. Ouais, mais il y a aucun marché qui est pas dicté par la politique. Oui, La semaine dernière, tu vois, t'avais Donald Trump avec Mark Zuckerberg et tous les CEO Tim Cook et tous les CEO de la tech. Tout est politique. La tech, c'est politique. On peut pas faire semblant qu'en Europe, ça l'est pas, et ça l'est autant qu'aux États-Unis. Oui, mais quand on l'écoute, Arthur Minch, dans le quotidien, on sent aussi qu'il y a un alignement, hein. C'est-à-dire que moi, à un moment, j'ai cru qu'il était victime, qu'on l'avait enlevé, quoi, quelque part, et qu'il avait été kidnappé par le politique. Maintenant, en fait, je le connais pas, hein, on se connaît pas, il veut pas venir d'ailleurs dans Silicon Valley. Mais en fait, non, il est très très aligné, hein. Il est très heureux très bien joué. Il veut rester à Paris, il veut sauver l'Europe. Donc tu vois, Greg, cet alignement politique, il est aligné aussi avec la vision des dirigeants de Mistral, hein, donc. Ouais, mais Arthur, il a un génie politique. Il a su jouer, en effet, avec Cédric O, etc., pour avoir les bonnes relations et positionner, en effet, son produit dans le bon narratif politique. Et bravo à lui. C'est aussi, c'est une sorte de political hacking. Voilà. Côté ASML, c'est plutôt intelligent, effectivement, parce que c'est vrai qu'on reproche souvent à l'Europe de la jouer horizontale, hein, c'est-à-dire d'avoir un acteur en Allemagne, un acteur en France, et de ne pas s'organiser au plan européen pour avoir une solution très verticale, comme peuvent l'avoir les Américains. Nvidia est un bon exemple. Nvidia ne fait pas que des chipsets, ils font aussi du stack software, ils ont CUDA, par exemple, TensorRT, ils ont tout un écosystème de développeurs. Apple est la meilleure démonstration de cette verticalisation, que ce soit du hardware en passant par l'OS, les apps et leurs propres chipsets. Donc, ce qui est très encourageant, c'est que là, on voit l'Europe enfin prendre en compte cette vision verticale et de commencer à s'organiser interpays pour créer des acteurs un petit peu verticaux. Ça, c'est pas con, et arrêter de jouer le champion local. Donc moi je trouve que bon, on est encore loin, mais c'est un signe intéressant. C'est ça aussi, pour moi, la nouveauté que je vois. Mais je pense que, comme Grégoire, Mistral est porté et totémisé politiquement et n'a pas vraiment d'autre choix que de lever avec ASML, parce que d'autres géants en Europe, il y en a pas, hein, sur le sujet à part ASML. Non, mais encore une fois, que ASML. Hein. Même les investisseurs de la Silicon Valley qui ont investi dans les tours d'avant de Mistral, c'était quoi la thèse d'investissement? C'était, si l'Europe, en effet, ils veulent la souveraineté, ils font faire l'Europe, comme disait De Gaulle, on va leur donner une IA européenne, ils seront contents, ils feront le joujou avec. Et du coup, voilà, c'était ça la thèse. Et donc, même les investisseurs à la Silicon Valley, en gros, ça leur donne raison. Bon, on compare après, avec... je tiens à signaler, pour ceux qui hésitent toujours entre Paris et San Francisco, pour info, Mercor, c'est 10 milliards de valo, c'est 2 ans et demi aussi, et ici, on en parle sans plus, quoi. Non, oui. Enfin, j'ai pas vu passer la news ici. Ouais, mais ils ont accepté de préempter sur, c'est pas une grosse levée, c'est sûr, mais c'est la valorisation qui est passée, du coup, en 2 ans et demi à 10 milliards. Et du coup, c'est toujours intéressant, de voir, toujours la différence, mais je suis très, très content qu'on ait un grand acteur européen, mais je rappelle toujours le gap. Ouais, rappelons-le, le gap, on donne les chiffres, on rappelle que OpenAI, par exemple, qui est le leader mondial, a levé à date, je ne sais pas si les gens le savent, mais on est à 38 milliards de dollars de levée, pour OpenAI. Ce sera 60 milliards quand le deal avec SoftBank sera annoncé. Si tant est qu'un jour il arrive, ce deal, il faut pour ça que OpenAI puisse être une société à but lucratif. C'est pas encore le cas. C'est secondaire pour les salariés. Ils ont fait 8 milliards de secondaires pour les salariés. Absolument. Sa valorisation est de 500 milliards. Cette valorisation, on a une tender offer. On en parle souvent dans Silicon Valley. C'est-à-dire que des salariés de OpenAI sont en train de revendre leurs stock options ou leurs actions
a une valorisation de 500 milliards. Il y a des gens qui sont prêts à payer aujourd'hui des actions d'OpenAI avec une valorisation de 500 milliards. Quoi, la valorisation de Mistral, elle passe à combien, la valorisation 14, de Mistral? non? Je crois que c'est 14 milliards. Okay. Je sais plus euro-dollar, je suis désolé, mais je crois que c'est 14 milliards de dollars. Le revenu annualisé de OpenAI aujourd'hui, c'est 12 milliards de dollars. Ce sont les chiffres de juillet 2025. Et OpenAI prévoit de faire 200 milliards de revenus d'ici 2030. Bon, les dépenses. Là aussi, c'est intéressant, Greg, parce que c'est une différence de mentalité. Regardez le niveau de dépenses de OpenAI. 8 milliards de dollars cette année. Ils vont dépenser 8 milliards de dollars. L'année dernière, ils avaient dépensé 2 milliards de dollars. À titre de comparaison, en 2023, OpenAI n'avait dépensé que 200 millions de dollars. Donc les mecs, 200 millions de dollars en 2023, 2 milliards en 2024 de dépenses, 8 milliards de dépenses en 2025. Sur l'objectif de bâtir un champion européen, petite remarque aussi, c'est la déclaration du CEO de ASML. Il y a encore du boulot, hein, parce que Christophe Fouquet, il dit, je le cite, « L'objectif n'est pas de bâtir un champion européen. » Ça lance un froid quand même, hein, mais juste d'intégrer l'IA de Mistral dans nos machines et nos opérations internes. J'ai envie de dire, ouch, non? Ouais, quand il annonce ça comme ça, il dit, bon, on a pris 10% de notre prestataire, quoi, parce que c'est plus pratique, quoi. Genre, faites un effort, les gars, dans la communication. C'est une boîte ASML qui fait 28 milliards, 28,3 milliards de chiffre d'affaires. C'est top 15 mondial, hein, je crois, dans les capitalisations. C'est la seule boîte européenne dans le top 15, je crois. Ouais, absolument. Bon, bah voilà ce qu'on pouvait dire sur Mistral. On souhaite bonne chance à Mistral, plein de réussites. On a enfin un acteur en Europe qui va pouvoir accélérer la transformation digitale des boîtes européennes. C'est ce que je note. Et c'est une très bonne nouvelle. Parce que sinon, il va falloir bouffer de la solution américaine et on a besoin d'un peu de souveraineté, en tout cas sur le côté B2B, ça c'est évident. Sur le côté B2C, j'ai l'impression qu'on n'y est pas encore. Mais c'est pas grave, on avance quand même. Donc félicitations à Arthur et à toute son équipe. Bravo Cédrico. Et rendez-vous au prochain épisode. Le private equity, c'est l'une des classes d'actifs les plus performantes au monde. Sauf que j'ai toujours cru qu'elle était réservée aux ultra-riches et aux institutionnels avec des tickets d'entrée de plusieurs millions. Et puis j'ai rencontré Bradley Lafont, fondateur de Fondora, qui a décidé de rendre le private equity accessible à partir de seulement 100 €. Fondora, c'est une plateforme qui te donne accès au top 25% mondial des fonds avec une sélection pilotée par Sanso Longchamp, société de gestion française qui gère 3 milliards d'euros et les investissements sont sécurisés via des SPV indépendants. Déjà plus de 5000 investisseurs ont rejoint Fondora et ils ont collecté plus de 15 millions d'euros. Si toi aussi tu veux investir dans le private equity, rends-toi sur fondora.fr. Mais je le rappelle, investir comporte toujours des risques et les performances passées ne garantissent pas les performances futures. Allez, retour à ton épisode. Alors Elon Musk s'apprête peut-être à franchir la barre symbolique du trillion. Combien? Du trillion, 1000 milliards de dollars. Je sais même plus ce que ça représente cette histoire. Alors déjà, on va regarder justement ce que ça représente parce que c'est intéressant de se poser la question de ce que ça représente cette histoire. C'est son contrat de rémunération qui pourrait faire de lui le premier trillionnaire de l'histoire. La fortune d'Elon Musk aujourd'hui, c'est quoi? C'est un peu plus de 300 milliards, ça? Ouais, bon, il a un pic à 400, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. Donc là, il passerait au trillion de dollars. Alors c'est pas encore fait, hein, Arnaud. C'est une proposition qu'a fait Tesla, le board de Tesla. Proposition qui a été designée aussi avec Elon Musk, hein, on le sent bien, mais qui doit être votée par les actionnaires de Tesla. Et comme Tesla est une société publique cotée au Nasdaq, il faudra le vote de tous les actionnaires. Alors, est-ce qu'il a d'ailleurs les actionnaires dans la poche? Est-ce que vous pensez que ce package-là peut passer auprès des actionnaires de Tesla? Bah, de toute façon, si tu veux, Elon Musk, il fait tellement de dingueries qu'à un moment, ceux qui sont dedans, ils sont obligés de le suivre, quoi. Genre, à un moment, t'as misé sur la classe d'actifs Elon Musk, t'y vas à fond, ou t'y vas pas, quoi. Mais donc, à un moment, voilà, je pense qu'ils ont raison de dire, bah, écoute, all-in sur Elon Musk, et puis si tu réussis, du coup, à performer, et t'auras ta commission en récompense. Voilà, encore une fois, c'est soumis à résultat, donc je trouve ça. Ouais, alors il y a des conditions, effectivement, pour que Elon Musk touche
ce trillion de dollars, qui est une rémunération en actions et pas forcément en cash, hein, il faut le préciser. Oui. Et puis c'est une rémunération sur une période de 10 ans. Hein, il va pas toucher un chèque de 1 trillion de dollars comme ça la semaine prochaine. Tesla doit atteindre une valorisation de 8,5 trillions de dollars. On rappelle qu'aujourd'hui la valorisation à l'heure où je vous parle en bourse, elle est un peu plus au-dessus de 1 trillion de dollars. Pour vous donner une idée, Nvidia, qui est aujourd'hui la société la plus chère au monde, vaut un peu plus de 4 trillions de dollars. Donc Musk doit faire le double de Nvidia pour toucher ce jackpot. Et il a 10 ans pour atteindre cet objectif. Même si, et là on est face à du grand Elon Musk, hein, Miss Univers, il dit qu'il va y arriver en 5 ans, lui. Hein. Il n'a pas besoin de 10 ans. En 5 ans, normalement, il va atteindre cet objectif. Et s'il atteint cet objectif, ça, Musk pourrait monter à 29% du capital de Tesla et avoir 25% des droits de vote. Ça veut dire qu'il contrôlerait largement l'entreprise. Greg, qu'est-ce que ça t'inspire? C'est quoi ton package, toi, sur Contrôle G? Ah bah c'est ça. Hein. La même. Non mais là on est, j'avais une discussion avec le board et je pense qu'on va s'aligner. Ouais. Ils m'en parlaient, ils me disaient bah écoute Grégoire, si la boîte vaut 8,5 trillions, il y a pas de problème, on peut te filer, un trillion. Ouais, on avait cette discussion hier et c'est vrai que je trouve que c'est bien de setup. Et moi j'étais plutôt sur 4 ans et demi. Mais non, moi ce que ça m'inspire, c'est que Elon Musk c'est l'asset principal. Je pense que ce qui est à la fois la force et la faiblesse d'Elon Musk, c'est que quand Elon Musk s'est mis à s'occuper d'autres choses, par exemple à essayer de s'occuper du gouvernement, ça a été compliqué pour les équipes. On a vu les objectifs, etc. Et on se rend compte qu'il a vraiment cet impact. Du coup, tout dépend de lui et tout le monde dit ok, Elon Musk fait ta magie. Moi, le contrepoint que je donne à ça, c'est que du coup, à une boîte qui est autour d'un leader comme lui, qui en fait carry, fait tout. Et d'ailleurs, tu l'avais vu dans ton interview. Carry en sens américain. Carry. On explique pour les Français qui nous parlent parce qu'il y a sinon là, il y a François le Français, il va arriver, il va nous engueuler. Sorry, carry, ça veut dire que il porte l'entreprise sur ses épaules. C'est ça. Ouais. Et c'est l'homme clé. Comme on dit. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que je discutais avec un researcher qui bossait avec lui sur la conduite autonome, qui bossait avec lui il y a pas longtemps. Et il me disait, Elon Musk, en meeting, il a bossé longtemps avec lui, il a dit, il l'a vu se dégrader très très fort. Sur prise de drogue, il m'a dit, il n'arrivait plus à focus son attention. Non, je montre là les images dans le bureau ovale, quand il a présenté sa démission du Doge. On sentait qu'il n'était pas en super forme, effectivement. Et ça, c'est quelqu'un qui bossait avec lui, qui le voyait toutes les semaines et qui l'a vu se dégrader sur plusieurs années. Et du coup, moi, ce que je dis, c'est, est-ce que on me dit qu'il est invincible? En fait, on est invincible jusqu'au moment où on l'est plus. Et je pense que c'est le pari qu'il doit faire, c'est de tout parier sur Elon Musk. Je pense que c'est un bon pari. Mais voilà, moi, je questionne cette dépendance. Je questionne le moment où, en fait, même si c'est lui, ça va être trop pour lui, quoi. Et du coup, la question c'est quand aujourd'hui t'investis sur Tesla, tu dis est-ce que juste Elon Musk va résister à la drogue qu'il prend, quoi. C'est un peu c'est un pari polymarket, quoi. J'en parlais hier soir tard dans la nuit avec Laurent Alexandre qui a fait un papier d'ailleurs sur ce package, mais il disait quelque chose de très intéressant. Il faut mettre $1 trillion sur la table pour capter l'attention de Elon Musk et le garder concentré sur Tesla, parce que c'est pas fou, Arnaud. Bah ouais. Il a plein de casseroles au feu, le père Musk. Hein. Il a diversifié ses sources de revenus. Ouais, c'est ça. Voilà, il a diversifié ses sources de revenus. Donc, si tu veux qu'il fasse du Tesla, il pète du SpaceX ou du Grok, etc. L'actionnaire dit nous on te donne plus que tous les autres réunis. Écoute, ça aligne ses intérêts. Hein. Sachant que le board a essayé de le remplacer. Hein, Ils ont eu des problèmes. Ils ont eu des problèmes, ça n'a pas fonctionné, ils n'ont trouvé personne. Alors je ne sais pas si c'est que personne ne veut venir ou c'est que le bonhomme est irremplaçable. C'est un signal pour le marché aussi, Greg, ça. C'est-à-dire que on va voir l'action, elle bouge en ce moment. Il y a effectivement un alignement derrière le personnage Musk, parce que c'est en gros le pari, c'est Musk ou le chaos. Et je pense que les investisseurs n'auront pas d'autre choix que finalement de suivre, parce que si jamais il réussit, et on a appris à ne pas parier contre Elon Musk. Non, never bet against Elon. Voilà, never bet against Elon Musk. Là, la perte serait colossale. Alors, les défis, ils sont colossaux eux aussi. Il faut atteindre, comme je le disais, 8,5 trillions. C'est pas une promenade.
Il faut qu'ils explosent les livraisons de véhicules. Il faut qu'ils arrivent à 20 millions de véhicules livrés en 10 ans. Sachant qu'en face, ils ont BYD qui cartonne en Europe d'ailleurs. Il faut qu'ils aient 10 millions d'abonnés au full self-driving. Et les objectifs financiers, il faut que l'EBITDA ajusté soient entre 50 milliards et 400 milliards. Ils étaient à 16,16 milliards en 2024. Donc bref, il y a beaucoup de boulot. Et ce travail industriel, il ne se situe pas simplement sur les véhicules Tesla. C'est aussi un pari, Arnaud, sur les robotaxis, puisque il faut que Elon Musk déploie sa flotte autonome d'ici 2029. Des robots humanoïdes. Il faut 1 million de robots humanoïdes livrés, 1 million de robotaxis en circulation. Est-ce que c'est possible, ça? Écoute, c'est ambitieux, mais en effet, comme dit Greg, ça met le niveau de l'ambition, ça met des objectifs relativement clairs, ils sont chiffrés, on a une roadmap. Du coup, après, tu peux voir ce qui arrive. Donc après, en effet, on a aussi l'histoire d'Elon Musk qui chaque année disait mais vous allez voir l'année prochaine ça y est on a full autonomous driving, et chaque année c'était l'année suivante et puis voilà on l'a que 12 ans après. Donc parfois en effet il arrive à délivrer mais pas forcément sur le timing qui promet. Donc voilà, ça va plutôt cette question-là aussi qui va être posée quoi. C'est le rythme. Vous avez testé les robotaxis à SF parce que moi j'ai reçu l'application en test flight sur Apple. Pour tester les robotaxis, j'ai pas encore essayé. Moi, il y a 3-4 mois, j'avais fait avec la conduite de la Tesla, j'avais fait un grand trajet. Et la Tesla m'avait lâché, j'étais avec mon cofondateur, elle lui avait rendu le volant à 2 moments dans un tunnel sombre qui tournait. Sur l'autoroute, au moment où on se prenait le soleil dans les yeux, il pleuvait énormément. Et à un moment, elle nous a mis sur une voie de bus. Du coup, on en avait tiré la conclusion que c'était encore un peu juste parce que si les 3 moments où elle nous a rendu le volant, c'était des moments, pour les Européens qui connaissent pas parce que t'as pas ce mode en Europe, ça nous a rendu des moments extrêmement critiques. Donc en fait, en 8 heures de trajet, on n'a pas touché le volant, mais quand fallait toucher le volant, si tu le prenais pas, t'étais mort. Genre, t'étais mort. Moi, ouais, à l'inverse, du coup, tu vois, moi, j'étais chez Stripe, au sud de San Francisco, et ma collègue mon ami me ramenait du coup à San Francisco, et pendant tout le trajet, elle était comme ça, quoi, et on avait une discussion, avec sa Tesla qui avançait et c'était hyper smooth. Donc, mais en effet, le nouveau service de robotaxi, j'ai pas encore testé, mais j'ai hâte. Ce que je voulais dire, c'est, on a fait 16 heures de voiture au total. Oui, voilà, c'est la même chose. C'était nickel. Ce que je dis, mais les 3 moments où ça nous l'a rendu, c'est des moments extrêmes et tu peux pas avoir un truc autonome. Le problème de l'autonomie, c'est dans l'edge case. Parce que mais c'est fameux niveau 4-5. Ils sont sur l'autoroute, ils sont en dehors des villes, ils sont à des vitesses aussi qui sont pas celles qui sont promises sur les robotaxis, c'est pour circuler en ville. Donc c'est pas le même use case. Est-ce que ça marche en ville? Je sais pas. Je voulais juste partager mon expérience de la voiture où j'étais en mode, je trouve que je pense. T'es pas rassuré, quoi. Ouais, non, je suis pas rassuré. Et ce que je voulais dire, c'est que Waymo, en 2013, j'ai vu un article d'un mec qui me disait, il avait fait un trajet à Waymo en 2013, c'était nickel. Et par contre, je pense que ce pari à ce moment-là avec ce package, s'il y a un moment sur les 30 dernières années où on peut avoir une accélération technologique hyper forte, c'est le moment. Et du coup, je pense que négocier ce package au moment où on a cette possibilité de transformation technologique et du coup de redistribution des richesses avec, on rebat les cartes. J'ai quand même le sentiment que dans les 5-10 prochaines années, c'est ce qui va se passer. Après, je peux me tromper. En tout cas, on a un sentiment d'un shift générationnel. Négocier ce package disproportionné au début de ce shift, c'est du génie. Et voilà, il y a une expression moi que j'adore en anglais, c'est put your money where your mouth is. Donc, mets ton argent là où est ta bouche. Donc, en gros, Elon Musk il dit aux actionnaires, vous croyez à l'IA, vous croyez en moi, eh ben, mettez les chiffres qui vont avec votre niveau d'ambition. Si vous êtes toujours là, c'est que vous aimez Silicon Carnet. Et si vous aimez Silicon Carnet, vous devez absolument vous abonner à notre chaîne YouTube ou nous laisser un commentaire sur vos plateformes de podcast préférées. Ça se passe juste en dessous. Cliquez, ça ne coûte rien. Et pour nous, ça veut dire beaucoup. Et ça nous aide énormément pour monter dans les rankings, que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes de podcast. Donc, je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne Silicon Carnet. Alors bon, ces chiffres, tu parles de répartition des richesses. On aurait quand même un bonhomme qui pèserait 2 trillions de dollars. Non mais nouvelle répartition, quoi.
Ouais. J'ai pas dit que ce serait réparti entre les gens. Je dis qu'on a. Ouais, je vous montre cette carte parce que en faisant des recherches pour cette émission, pour vous donner une idée, c'est plus que le PIB de l'Espagne, de la Corée du Sud, de l'Australie ou de la Turquie. Même l'Arabie Saoudite et ses pétrodollars seraient derrière Musk. Non, l'Arabie Saoudite c'est 1,08 trillion de dollars en termes de PIB. Là, un Musk a 2 trillions de dollars. On parle d'un individu qui pèserait plus qu'une vingtaine de nations. Donc là, on a quand même un CEO qui deviendrait pratiquement un État-nation à lui tout seul. C'est ça qui, je sais ce que les Français vont dire. Hein, c'est ça. C'est oh mon Dieu, c'est horrible. Si tu prends les 9 plus grosses boîtes de la tech américaine, donc Apple, Meta, etc., ces 9 boîtes de la tech américaine, c'est l'équivalent du PIB de l'Union européenne. Tu vois? Et donc, en fait, t'as quand même un divide de toute façon qui est là, quoi. Et moi, le truc qui me marque le plus, c'est qu'il y a 25 ans, le PIB par habitant en France était légèrement supérieur à celui des États-Unis. Aujourd'hui, il est 2 fois inférieur. Donc, en fait, il y a autant de différence entre un Américain et un Français qu'entre un Français et un Kényan. Mais il faut que les Français parfois en prennent conscience de. Absolument. Et ça s'est fait notamment, cette transformation technologique, quoi. Et Arnaud, pour rappel, la croissance en France entre 60 et 90 était supérieure à la croissance américaine. Ouais. Et le PIB de la Californie est de 30% supplémentaire à celui de la France. 30%, ouais, c'est ça. En tout cas, on sent que vous avez bossé l'épisode, les gars. Non, mais c'est des chiffres. On connaît nos chiffres. Voilà. Oui, pardon. C'était juste des références historiques que tu as. Exactement. Mais non, mais c'est important, comme dit Arnaud, qu'on comprenne la magnitude. Oui. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Quand je dis que ça s'est arrêté dans les années 90, c'est l'apparition de ces technologies modernes. Et on n'a pas, en fait, on était très bons entre 60 et 90. Et parce qu'on n'a pas pris ce virage technologique, c'est là que le décrochage s'est passé pour arriver aux chiffres où effectivement il y a autant de différences entre un Français et un Kényan qu'il y en a aujourd'hui entre un Français et un Américain. C'est ça ce que tu dis Ouais, et puis je crois que c'était un truc qui m'avait remarqué aussi, c'est genre il y a 15 ans la market cap, je sais pas c'était quoi, c'était d'Atos et de Nvidia, genre Atos était est très supérieur à celui d'Nvidia. De Thierry Breton à l'époque qui a racheté la boîte. Hein, donc, et ensuite, Atos a fait moins 99 et Nvidia a fait plus 1000%. Voilà. Et parce qu'en effet, il y en a qui a dû faire du service alors que l'autre, du coup, fait de la tech et de la R&D. Ok. Bon, voilà ce qu'on avait à dire sur ce deal à $1 trillion de Elon Musk. C'est pas encore voté, on va le savoir dans les jours qui viennent. Est-ce que ce deal sera accepté par les actionnaires de Tesla? La suite encore au prochain épisode. Arnaud, c'est ton sujet, c'est ton truc. Toi, l'homme qui valait 3 milliards, le Steve Austin de la Silicon Valley, c'est toi qui m'a sensibilisé à ce sujet-là que je ne connais pas, puisque moi j'ai complètement abandonné l'idée de faire d'autres enfants. Et tu m'as parlé de cette start-up qui veut optimiser nos enfants. Elle s'appelle Orchid. C'est une boîte de health tech qui aide les couples en détresse qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Je me suis dit, mais quelle bonne idée! Sauf que je me suis rendu compte que derrière se cachait une vision complètement eugéniste et qu'on était arrivé peut-être aux portes d'un monde où on va se mettre à trier les vies avant même leur naissance. Tu nous expliques, Arnaud, de quoi il s'agit, Orchid? Ouais, donc Orchid, moi j'ai pu rencontrer en effet sa fondatrice Nour. Je la montre là, elle est ravissante. Ouais, et du coup moi je l'ai vue en conférence sur la longévité, pardon. Et elle arrive sur scène et dit "Ben moi je suis là pour vous aider à avoir des super bébés." Abonne-toi. Et donc du coup et donc elle explique en effet. Donc après en effet, on parle de designer baby aussi en anglais, donc bébé sur mesure. Donc on dit pas qu'on fait de l'édition du gène des bébés, simplement c'est pour des fécondations in vitro. En fait, on peut avoir différents embryons et analyser en fait ces embryons là d'un point de vue génétique. On va choisir son bébé comme on choisit son iPhone.
On a les embryons là sur la table et on va dire, je choisis cet embryon parce qu'il est mieux que celui-là. Mais du coup, on peut choisir quoi? La couleur des yeux, la taille, éventuellement le QI, c'est ça, Arnaud? Ouais, il y a deux niveaux de tests. Donc il y a ce qu'on appelle les tests monogéniques et des tests polygéniques. Les monogéniques, du coup, c'est-à-dire si tu vois un gène, tu auras une caractéristique. Et donc typiquement la trisomie 21, voilà, c'est tu peux voir le gène et donc tu vois la conséquence directe ou pas mal de caractères comme ça qui sont entre guillemets définitifs. Donc tu sais en effet si l'embryon est porteur de tel gène, qu'il aura telle conséquence. Encore une fois, sur des fécondations in vitro, même en France, on peut faire ces tests monogéniques. Monogéniques et parfois même des femmes enceintes de manière entre guillemets naturelle. Il y a des tests aussi qui sont faits au moment de la grossesse, alors que là on peut les faire avant. Et donc aussi faire porter, offrir le choix aux futurs parents, aux parents potentiels, avant même de la grossesse. Donc je trouve que déjà c'est une avancée. Ensuite il y a les tests du coup polygéniques et c'est là en effet où Orchid, où il y a une startup aussi aux US qui s'appelle Nucleus qui offre ça. Donc là en effet c'est plutôt des facteurs de risque et où on va voir qu'en effet si on est porteur de tel gène, c'est pas sûr qu'on a telle conséquence, mais il y a des fortes chances. Typiquement vous avez peut-être dû voir que Angelina Jolie elle a pu faire des tests ADN qui ont montré qu'elle allait avoir des très 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 forts risques, à plus de 80% d'avoir un cancer du sein, et donc elle a fait une opération préventive pour ça. Et en fait, le gène qu'elle a, on peut le voir maintenant dès l'embryon, et donc potentiellement en effet de choisir donc, les embryons qui sont... ces embryons parce qu'il y a trop de risques sur de potentielles maladies. Tu parles de maladies comme de cancer, de trisomie, mais ça va beaucoup plus loin. C'est même des maladies mentales, c'est-à-dire là, il y a quand même des risques de schizophrénie, j'en sais pas, moi, de bipolarité. Ça va très loin quand même, cette histoire. Voilà. Après, en effet, voilà, c'est un peu inégal sur les différentes pathologies qui peuvent être prédites ou du coup estimées. Et encore une fois, voilà, c'est moins sûr que des tests monogéniques et des modèles de risque qui sont un peu plus peu plus complexe et moins sûr, mais en effet, on peut quand même évaluer ces facteurs de risque-là. Alors, le tarif, je vous le donne si vous êtes intéressé, et puis avec le code Silicon Carnet, vous avez 15%. Non, je déconne. Donc le tarif, c'est $2500 par embryon, de test, dont on parle, et en plus, ça, aux États-Unis, un cycle de FIV, c'est à peu près $20,000. Et donc là, qu'est-ce que vous avez pour ce résultat? Vous avez un joli tableau Excel où les futurs parents vont pouvoir faire des probabilités. Il y a 1,7 fois plus de risque cardiaque sur cet embryon contre 2,7 fois plus de risque psychiatrique sur celui-là. Tiens, une petite quote de sa fondatrice grecque que tu vas aimer. C'est intéressant ça. Elle dit: le sexe, c'est pour le fun, mais quand il s'agit de faire un bébé, l'embryon screening s'impose. C'est intéressant, ça. C'est-à-dire que il y a une dissociation. C'est nouveau, ça, quand même, sur un plan éthique ou moral. On distingue clairement le sexe et la reproduction. La Silicon Valley a clairement séparé ces deux choses-là. Est-ce que c'est ton cas, d'ailleurs, Greg? Je rappelle que tu n'as pas d'enfant. Je n'ai pas d'enfant, non, mais ça, c'est plutôt lié au fait que je n'ai pas de relation sexuelle, donc c'est vraiment le... Justement, ça n'a rien à voir. On vient de t'expliquer, Greg. T'as pas compris. Ça n'a rien à voir. Tu peux avoir des relations sexuelles maintenant. Je trouve ça vraiment incroyable qu'il y ait des gens comme moi qui aient l'espoir d'avoir des enfants en arrivant à dissocier les deux. Ouais. Non, le sujet, c'est que moi, j'aurais sans doute pas été sélectionné, du coup, dans ce critère. Non, mais objectivement, parce qu'en plus, je suis très myope, etc. Donc, c'est sans doute un truc où on se serait dit, oulala, lui, ça va pas être fou, quoi. Mais, en fait, alors, moi, c'est juste le premier truc de me dire, il y a un système de sélection humaine des espèces, tu vois, qui fait qu'on est arrivé là et qu'on a évolué. Et moi, ce qui m'interroge d'un point de vue plus philosophique, c'est de dire qu'est-ce qui se passe si un processus naturel qui nous a permis d'arriver à ce niveau d'intelligence, qui est peut-être le meilleur niveau d'intelligence dans l'univers et peut-être pas du tout, tu vois. En tout cas, on peut faire cette option, du coup, au moins de ce qu'on peut observer.
est-ce que introduire quelque chose, un nouveau paramètre dans ce Fais attention aux termes que tu sélection, utilises dans ce segment, s'il te plaît, Greg. Ok. Le fait de changer, mais d'ajouter un processus de sélection là-dedans, qu'est-ce que ça va donner, tu vois? À l'échelle de l'humanité, si on se projette à 1000, tu n'auras 1500, pas de 2000 ans. Toulouse-Lautrec, ça c'est clair, par exemple. Stephen Hawking, non, il est pas sélectionné, Arnaud. Non, mais encore une fois, tu vois, on veut poétiser la chose en disant ah, mais voilà, on pourrait avoir ses failles, etc. Je sais pas quoi. Là, on parle de parents pour avoir des enfants qui ont potentiellement des pathologies lourdes et de dire en fait, vous pouvez avoir le choix. En fait, pas avant, que lourde, Arnaud. C'est justement ça. Là, on est sur du. Ça peut être la couleur des cheveux quand même. Oui, il y a déjà les pathologies, la couleur des cheveux. Il y a déjà c'est pas sur la couleur des cheveux. Là, justement, faut pas caricaturer. Okay. Et déjà sur les pathologies lourdes, parce qu'il y a un argument éthique, moi, que je trouve important, c'est qu'en effet, avant, si tu donnais naissance à un enfant avec une pathologie lourde, tu pouvais dire, il y a pas de chance, tu pouvais rien y faire. Sauf que maintenant, avec la science et la technologie, on a ce pouvoir de choisir. Et comme disait le maître Yoda, avec un grand pouvoir vient de grandes responsabilités. Et donc maintenant, en fait, si tu donnes naissance à un enfant qui a ces pathologies-là, que tu aurais pu identifier et du coup permettre à ton enfant de pas avoir, c'est ton choix, c'est ta responsabilité. Et donc moi, c'est là où du coup, je suis convaincu qu'en effet, je serais plutôt pour en effet faire ce screening-là pour donner les meilleures chances à mon enfant. Je suis le seul à avoir des enfants. Hein. J'ai fait ce que j'ai pu. T'as fait des enfants 1.0. Moi, je veux faire des enfants 2.0. Ils sont en bonne santé pour le moment. Inch'Allah, je touche du bois. Mais Arnaud, toi, tu n'as pas d'enfants. Si tu devais faire des enfants, tu ferais appel à Orchid? Moi, à 100%. Parce qu'encore une fois, voilà, c'est du coup dans ma responsabilité de tu te prends pour Dieu, alors. C'est ça que tu es en train de nous dire. Non, je me prends pour un père responsable. C'est-à-dire que du coup, maintenant que on a développé cette capacité-là, je pense que là, c'est de ma responsabilité de donner les meilleures chances à mon enfant. Mais Arnaud, si jamais ton gamin, parce que ces tests-là, ils sont très décriés, hein. Les scientifiques disent que c'est de la fumette, hein, pour certains, que c'est pas possible qu'il y ait des pathologies qui se développent bien plus tard et qu'on ne peut pas identifier au niveau de l'embryon. Si je suis ton discours, j'adore, hein, ce que tu dis. Je m'attendais à ce que tu me dises ça en tant que Steve Austin de la tech. Si demain ton gamin tombe malade, ce que je ne te souhaite pas, bien évidemment, mais tu te rends compte de la responsabilité comme tu dis, j'ai pris une responsabilité au départ. Ouais. Est-ce que tu vas pouvoir l'assumer, cette responsabilité? C'est hyper dur à assumer. Enfin, justement, en fait, voilà, moi je suis très stoïcien et c'est d'ailleurs une école de philosophie qui est très en vogue en Silicon Valley. Il y a que deux types de choses dans le monde. Les choses qui dépendent de toi et les choses qui dépendent pas de moi. On pourra jamais tout contrôler, en effet. Mais là, on peut contrôler une partie des choses. Je fais ma part. Après, en effet, il peut arriver qu'il y a des choses qu'on n'aura pas contrôlées. Écoute, ça, entre guillemets, on fera comme disait Greg pendant des milliers d'années. Il pouvait rien. Moi, l'inquiétude que j'ai, c'est un peu comme celle de l'euthanasie. Désolé, sur l'euthanasie, c'est-à-dire, tu dis, on va mettre les gens quand ils souffrent. Vous savez, on a eu les process maintenant quand les gens souffrent, on peut augmenter les sédatifs, etc. pour arrêter les souffrances et compagnie. Et en fait, on dit, on est très très dur sur l'euthanasie parce qu'on n'a pas envie d'euthanasie. Aujourd'hui, ce qui se passe dans les hôpitaux en France, dans la pratique, c'est qu'on euthanasie des gens. Genre, c'est ce qui se passe. Moi, ou pire, on les laisse mourir d'une manière qui est absolument atroce. Voilà, dans des EHPAD où on donne pas d'eau à des personnes âgées. Enfin bref, je peux vous raconter des choses, mais j'ai pas envie de. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est un peu ouvrir. Et jusqu'à maintenant, je comprenais pas. Je me disais, non, mais l'euthanasie, c'est dans un cadre. Si on met l'euthanasie dans ce cadre, on va pas déborder de ce cadre. Et du coup, moi, j'ai cette inquiétude de dire, une fois qu'on ouvre la boîte de Pandore, on va sortir de ce cadre. Voilà, c'est la remarque que je fais. Mais encore une fois, on peut mettre des règles. On dit, et on n'est pas là encore sur choisir la couleur des yeux et des cheveux. Voilà, c'est vraiment pour l'instant sur des cas médicaux. Et moi, en effet, parce que je suis un enthousiaste de la longévité et parfois je vois des yeux sceptiques quand je cite Dario Amodei, donc patron d'Anthropic, qui prédit lui qu'on va pouvoir doubler l'espérance de vie humaine d'ici 5 à 10 ans. Alors on disait c'est pas possible. Sauf que là en fait, on va augmenter la longévité des futurs humains avant leur naissance, puisque du coup ils vont éviter de mourir des premières causes. Et donc c'est ce qui fait en effet que moi je pense on va pouvoir avoir une partie de l'humanité qui va vivre 120, 130 ans en bonne santé. Encore une fois, on dit pas la longévité, c'est d'augmenter, c'est de donner de plus de la vie aux années et pas forcément que des années à la vie.
Mais moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très paradoxal dans cette histoire-là. Et c'est là où, pour moi, la Silicon Valley, elle se contredit. On a une Silicon Valley en ce moment qui devient très chrétienne. On va aller voir ensemble Arnaud, Peter Thiel. Et Greg aussi vient. Moi aussi, je me suis Greg aussi, on est tous les bah trois. Oui, ouais, génial. Voilà. On vous fera un compte rendu de cet entretien avec Peter Thiel, où on nous parle de la place du Christ dans la technologie. Et en face, on a ces apprentis sorciers, eugénistes, justement, la place du Christ, ils s'en sont débarrassés. Et puis on a aussi une société américaine où la question de l'interruption volontaire de grossesse est problématique dans certains États. Et là, on va avoir tout un tas d'embryons viables dont il va falloir se débarrasser. C'est quand même un truc très paradoxal, ce truc-là. Je sais pas, moi, Non, mais encore une fois, ça existe déjà en France. En France, si tu veux faire une fécondation in vitro, tu auras différents embryons. Sauf qu'aujourd'hui, ils sont choisis un peu au hasard. Là, tu fais un test au moins pour avoir des informations plus précises pour savoir lequel tu vas choisir. Mais en effet, par rapport à Peter Thiel, il a investi dans plusieurs boîtes de réjuvénation cellulaire. Donc tu vois, on va peut-être mieux comprendre en effet en écoutant son discours par rapport à la chrétienté et sa foi et en effet son côté transhumanisme, comment il fait cette réconciliation. Mais t'as raison, Alors on l'écoute justement, Peter Thiel. On l'écoute, j'ai ce petit extrait et on va voir que dans cet extrait, Peter Thiel, ce qu'il nous explique, c'est pas la même chose que ce que tu dis, Arnaud. Il n'est pas en train d'expliquer, l'idée c'est de vivre plus longtemps. Pour lui, l'idée c'est d'inverser la pyramide aujourd'hui démographique des sociétés occidentales, oui, où on a énormément de personnes âgées qui occupent la démographie occidentale et pas assez de naissances. Et lui, ce qu'il veut développer, c'est des technologies qui permettent aux gens d'avoir plus d'enfants. Pas forcément des enfants qui durent plus longtemps. C'est pas des piles Duracell, ce qu'il veut. On l'écoute, Peter Thiel. Once you get an inverted demographic pyramid where you have way more old people than young people, at some point, there's always a question: do you vote? Do you vote for benefits for the old or for the very young? Do you spend money so Johnny can read, or so Grandma can have a spare leg? And once the demographic flips and you get this inverted pyramid, maybe the politics shifts in a very deep way, where the people with kids get penalized more and more economically. Encore une fois, c'est pas incompatible. La quête de la longévité, c'est justement parce que il y a une chute de la natalité dans tous les continents du monde, à part l'Afrique. Il y a une chute de la natalité et on fait des enfants de plus en plus tard. Et donc, il faut des technologies aussi pour permettre aux personnes d'avoir des enfants plus tard. Et donc, c'est tout à fait en cohérence. Et justement, souvent, on pose l'argument « Ah, mais c'est une catastrophe écologique. Comment on va survivre si on vit plus longtemps ?» Parce que justement, on est de moins en moins nombreux entre guillemets. Donc du coup, il faut le contrecarrer pour éviter l'extinction de l'espèce humaine. Alors attention, c'est pas n'importe quels humains dont on parle, parce que quand on regarde les clients, c'est pas la middle class américaine. C'est un public qui a déjà intégré dans sa vie l'idée de biohacking dans son quotidien, et un public plutôt friqué, intelligent. Il se trouve que parmi les clients de Orchid, on trouve quelqu'un, il se trouve que je connais un petit peu, enfin indirectement, Shivan Zilis. C'est l'ex-patronne de Neuralink. Elle est la mère d'au moins 4 enfants avec Elon Musk. Je dis au moins parce que je ne sais plus combien est-ce que voilà. Et visiblement, ils auraient fait appel à Orchid Babies. Et je vous passe là un petit extrait pour que vous voyez à peu près la nature de ces clients de cette startup Orchid Babies. I actually didn't think very much about being a parent when I was younger. I was very focused on career, and I ended up getting married pretty late. I got married at 38, and we started talking about having a baby. At that time, I had already frozen some eggs just because I thought the process was cool. So we decided to do IVF so that we could have extra genetic testing. And I just think the science of it is super cool.
C'est l'histoire de la tech. Au début, Uber, c'était des chauffeurs privés en costume, etc. Et puis après, c'est démocratisé. Les Tesla, au début, c'était pour les riches, et puis ça se démocratise. Le séquençage complet du génome, ça coûtait 100 millions il y a 15 ans, ça coûte $500 aujourd'hui, ça coûtera $200 demain. Cette technologie-là de sélection des embryons sur des tests génétiques sont pas autorisées en Europe. Et donc moi, j'ai une prédiction, c'est qu'en effet, on risque d'avoir une scission de l'espèce humaine, puisqu'il y aura une partie de l'humanité qui pourra en effet vivre 150 ans en bonne santé, et une partie de l'humanité qui n'aura pas accès à la médecine de prévention, de précision, et qui va garder l'espérance de vie actuelle. Si vous avez cette différence-là, vous avez deux espèces en fait. Mais comme on a eu l'homme de Néandertal et le sapiens sapiens, voilà, c'est la continuation dans la théorie de l'évolution que tu citais. Ta prédiction, c'est que l'Europe, c'est les prochains hommes de Néandertal, et on a un nouveau Homo sapiens 2.0 qui naîtrait depuis la Silicon Valley. Non, mais c'est pas con, parce que ce que tu racontes, ça fait complètement écho aux thèses pro-natalistes qui sont défendues par Musk, par Peter Thiel, même par J.D. Vance, le vice-président des États-Unis, qui s'inquiète de la baisse de natalité, qui menace la civilisation occidentale, c'est exactement ce que dit aussi Peter Thiel. Et il finance tout un tas de startups, dont Orchid Babies, mais il y a aussi Tomorrow, une startup de congélation d'ovocytes. On parlait d'open source. En fait, aujourd'hui, parce que techniquement, tu pourrais avoir droit, mais en fait, dans les faits, t'as pas le droit de voir ton séquençage complet du génome en France. T'as pas le droit d'avoir accès au code source de ton propre corps. C'est complètement dingue. Ça, je sais, ça te rend. Non, mais, du coup, en fait, quand tu analyses ton séquençage complet du génome, tu peux voir tes facteurs de risque. Tu peux voir sur quelle maladie tu es exposé. Et donc, tu peux faire des protocoles de prévention pour éviter de tomber malade. On n'offre pas ce droit-là. Moi, je dis pas qu'il faut l'imposer aux gens. Mais il faut leur offrir. Tu sais pourquoi c'est interdit? Parce que ça, j'avais pas capté, moi. Mais c'était peur de l'eugénisme, etc. Non. Mais alors, c'est les assurances qui ont mis en place des clauses, je crois que c'est en Nouvelle-Zélande, où maintenant ils te disent que si tu connais le séquençage de ton génome et que tu ne leur as pas transmis, c'est une exclusion de garantie. Ça y est, on arrive à la fin de cette émission, les amis. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout. J'espère que vous aimez Silicon Carnet. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne YouTube, laissez-nous un like, faites des commentaires également sur YouTube ou ailleurs. On est aussi en vidéo sur Spotify. Il y a certains qui me disent ouais, mais sur YouTube, je suis pas en premium, il y a plein de pubs. Allez regarder la vidéo sur Spotify, il y a moins de pubs, je pense, ou pas du tout même. Je mets les deux vidéos sur YouTube et sur Spotify. Et puis pensez à partager ces émissions. On essaye de créer du débat, vous apporter un point de vue depuis la Silicon Valley. Et on embrasse très très fort Mehdi, qui devait être parmi nous et qui n'est toujours pas revenu. Mehdi, on t'aime et on espère que tu seras là dans un prochain épisode de Silicon Carnet. Allez, rendez-vous quand? Rendez-vous mercredi pour un prochain épisode de Silicon Carnet. Je vous embrasse tous. Hasta luego amigos, bye bye.